Emmanuel Jousse, bonjour. Bonjour. Vous publiez Les Hommes révoltés, les origines intellectuelles du réformisme en France, 1871-1917, les dates sont importantes. Publié chez Fayard Histoire, dans un moment un peu particulier, à moins d'un an de l'élection présidentielle. Est-ce que associer, comme vous le faites dans le titre, réformisme et révolte, c'est pas un peu osé, ou bien c'est une erreur finalement historique de nos responsables politiques contemporains et de nos commentateurs et analystes politiques contemporains d'opposer les deux termes? Alors en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est que ce titre, Les Hommes révoltés, je l'avais trouvé en m'inspirant de Camus qui ouvre le livre, la référence à Camus, puisque Camus avait publié L'Homme révolté. Et en fait, dans son livre, Camus considérait que la révolte était attachée à la pensée des fédérations jurassiennes, à la révolte contre l'ordre social, et qu'il opposait à la doctrine révolutionnaire de Marx, qui en fait amenait à une forme de radicalisation de la pensée à laquelle il s'était opposé. Et en fait, en intitulant le livre Les Hommes révoltés, il s'agissait en fait de retrouver le sens de Camus dans son livre et d'en faire une sorte de matrice d'analyse. La deuxième chose, c'est que cet antagonisme entre réforme et révolution, elle est assez factice, puisqu'en fait elle a été inventée lorsque Mitterrand est devenu le ministre du Commerce en 1899, et que s'est posée clairement la question de la participation des socialistes au pouvoir. Et comme on est à un moment critique pour l'histoire du socialisme français, c'est l'affaire Dreyfus, c'est la question de l'intégration aux institutions républicaines, il y a une forte interrogation sur l'identité socialiste, et en fait, le terme de réforme, de réformisme, va être utilisé comme une sorte de négatif pour mieux affirmer l'identité du Parti socialiste qui vient naître. Et donc en fait, cette association, elle est commandée par des impératifs politiques et stratégiques de façon à repousser une option qui est condamnée par le socialisme français. Et d'ailleurs, en décrivant la crise ministérialiste en 1899-1900, Rosa Luxembourg utilise l'antagonisme entre réforme et révolution dans un livre où elle pose vraiment l'antagonisme entre les deux. Mais il s'agit d'une rhétorique politique. L'objet de votre livre, c'est, comme vous le dites en sous-titre, les origines intellectuelles du réformisme en France, donc de la Commune jusqu'à la veille jusqu'à l'avant-veille de la fin de la Première Guerre mondiale. Est-ce que la perte de sens ou de substance dont on a l'impression aujourd'hui en France que revêt le terme réforme et réformisme, n'est-il pas finalement la conséquence de cette absence de débats doctrinaux et de foisonnement en fait, d'idées que vous analysez en fait dans ce livre-là? Alors, avant l'unification socialiste en 1905, la réforme et la révolution, ce ne sont pas deux choses qui s'opposent. On considère que la réforme, ce sont des germes qui doivent permettre de subvertir la société capitaliste et qui doivent donc aboutir à l'idéal socialiste. Et donc, on considère que l'entreprise de réforme doit amener à la révolution. C'est la position de Jaurès, qui l'affirme au Congrès de Toulouse en 1908, de l'évolution révolutionnaire. Donc en fait, il n'y a pas forcément d'antagonisme entre les deux, et c'est pour ça que les débats intellectuels sont tellement riches. C'est qu'en fait, on réfléchit sur la part respective que doivent tenir les réformes et la révolution. Le problème, c'est qu'à partir du moment où le Parti socialiste refuse la politique de réforme et immobilise le réformisme dans une forme de rhétorique du rejet, ou du refoulement, et bien du coup on bloque le débat intellectuel en posant que dès qu'on parle de réformisme ou de réformistes, on considère que les gens qui sont visés sont des traîtres, qui ont trahi l'idéal révolutionnaire et qui doivent être rejetés. Donc en fait c'est ça qui mobilise un peu le débat intellectuel, c'est que ça devient une sorte d'insulte qui devient un argument d'autorité. Dans sa préface, Marc Lazare dit réformisme et révolution, l'un et l'autre forment un couple lourd de tensions qui réussit parfois à élaborer de fragiles synthèses et qui, le plus souvent, se déchire. Est-ce que finalement c'est l'histoire de la gauche et du Parti socialiste à partir de 71, je dirais, jusqu'à aujourd'hui? Et est-ce qu'aujourd'hui on est dans ce moment de déchirement? On est dans un moment de déchirement, mais comme je le disais, comme c'est un couple de termes qui est plutôt rhétorique, en fait la réforme vise à désigner un petit peu tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'on va qualifier Manuel Valls de réformiste, on va qualifier
Emmanuel Macron de réformiste, on va qualifier Benoît Hamon de réformiste, mais on comprend bien que ce sont des choses qui n'ont plus de substrat particulier, de substrat intellectuel particulier. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce jeu entre la réforme et la révolution est un signe d'une crise de l'identité socialiste. Le problème, c'est qu'à force de condamner les uns avec le réformisme et de valoriser les autres en disant qu'ils sont plus radicaux ou plus révolutionnaires, en fait, on s'abstient d'interroger l'identité socialiste qui, en fait, constitue le cœur du débat. Donc, en fait, avant de lancer des anathèmes sur le réformisme des uns et des autres, ou de dire qu'un tel est réformiste et un tel autre ne l'est pas, il faudrait plutôt s'interroger sur ce qu'est l'identité socialiste. Et en fait, c'est là que porte le débat. Et je crois que cet antagonisme entre les deux a tendance à masquer un petit peu les enjeux. Très bien. Merci beaucoup. Emmanuel Jauge, juste avant l'élection présidentielle, on vous invite à découvrir cet ouvrage riche, historique, un travail de thèse de longues années, on peut le dire, les hommes révoltés, les origines intellectuelles du réformisme en France chez Fayard. Merci beaucoup. Merci beaucoup.